Je voudrais m'adresser à Stéphanas, qui est professeur de sociologie, parce qu'on parle des traitements, on parle des intervenants, des parents, des enfants, on parle du contexte dans lequel ça se situe, et c'est toute la question aussi du fardeau, du vécu en définitive des maladies, dont les maladies dermatologiques, dont le vitiligo, sur lequel le professeur Alain Azzedine a fait un certain nombre d'études. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus aussi, et pas simplement du vitiligo, de ces études que vous pourrez réaliser sur le fardeau des maladies et à quoi ça sert pour ces associations qui font ces études. Ok, merci beaucoup Jean-Marie déjà de m'inviter, parce qu'un sociologue, c'est jamais très simple d'inviter un sociologue, mais c'est jamais trop ce qu'il va dire en général. Donc effectivement, c'est bien organisé, c'est très bon, puisqu'on élargit l'impact sur la vie. Moi, tout simplement, j'ai découvert le mot fardeau, par exemple, pour vous montrer aussi quel est l'intérêt d'un sociologue. J'ai découvert le mot fardeau en collaborant avec les dermatologues. C'est-à-dire, pour moi, le mot fardeau, il avait un sens étymologique, une charge, un sens propre, un sens figuré, ce qu'on supporte plus ou moins bien. D'ailleurs, le sens étymologique est intéressant parce que c'est une botte d'herbe qu'on équilibre sur un animal. Donc on voit que les notions de maintien, une notion d'équilibre entre le traitement, l'impact sur la vie, la manière dont c'est géré plus largement par les parents, par les soignants, par les copains, etc., etc. Donc la question du fardeau et du vitiligo, je ne suis pas médecin, donc je n'ai jamais travaillé comme médecin, je ne peux pas travailler comme médecin, et je n'ai jamais travaillé sur le vitiligo pour l'instant. J'espère que ça va venir. Et donc, la question du fardeau et de l'impact sur la vie, on a essayé de le comprendre en termes sociologiques, psychosociologiques, c'est-à-dire c'est la notion de qu'est-ce que ça change en termes de rôle, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, les fonctions qu'on est amené à jouer, à produire, quels sont les changements en termes de statut, est-ce que ça a un impact sur le fait, par exemple, d'avoir une promotion professionnelle ou pas, de se projeter dans une promotion professionnelle, dans une carrière professionnelle quand on a un enfant, par exemple une carrière sportive, si on a des plaques qui sont visibles. Donc, et la question forcément du pouvoir des groupes, des parents, des soignants, sur les malades, sur les premières personnes concernées. Et puis il y a la question plus intime de l'expérience vécue, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et de l'impact, alors si on est psychosociologue, sur l'estime de soi, mais sur le processus d'identité. On sait maintenant en sociologie que l'identité, elle n'est pas figée du tout. Elle est en permanence retravaillée. Il y a un concept qui a été proposé il y a très longtemps qui n'a pas été repris, tellement c'est le concept d'identisation. En fait, l'identité, ça n'existe pas. On est toujours dans un processus de reconfiguration de ses propres caractéristiques identitaires, pour soi et par rapport aux autres, et les autres par rapport à soi. Et donc, quand on a travaillé avec l'association Pemphigus France, par exemple, on a essayé de mesurer non pas simplement ce qui se passait au moment du diagnostic, d'ailleurs parce que en tant que maladie rare, pour certaines formes de vitiligo c'est le cas, mais pour le Pemphigus, eh bien, il y avait des délais, parfois avant le diagnostic, très très long. Et d'une manière très surprenante, d'ailleurs, les enquêtes montrent que le plus souvent, les patients sont patients. Ceux qui comprennent que comme c'est rare, c'est compliqué comme maladie, le vitiligo dans ce cadre-là, et bien que les médecins, chercheurs ou pas, eh bien, ils ne vont pas trouver tout de suite, ils sont aussi dans des essais-erreurs plus ou moins contrôlés. Et donc ils ne sont pas véhéments par rapport aux soignants. C'est important de le rappeler. Le plus souvent, ils ne sont pas véhéments. Parce qu'ils comprennent que ça va être compliqué au long cours. Et comme ces maladies sont chroniques en plus, ils savent que, et c'est ça l'impact sur soi, c'est pas l'impact du diagnostic en tant que tel, c'est l'impact moral du diagnostic. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que j'accepte l'idée d'être un malade chronique? Combien de temps je vais mettre à accepter l'idée d'être considéré par moi-même et par mes proches, par mon employeur, par mes coéquipiers, comme un malade chronique? Est-ce que je vais le dire? Le vitiligo, vous voyez, en vous regardant entre vous, vous n'êtes pas visiblement tous atteints de vitiligo. Ça veut dire que vous avez des stratégies d'ailleurs qui sont mises en place par l'association de dissimulation de la marque de la maladie. Et donc, l'intérêt du sociologue, du psychologue, c'est de véritablement se poser la question à la personne directement. Et parfois être obligé d'aller en dehors du cabinet, en dehors
aller sur des terrains de sport, parce qu'il y a ma spécialité par exemple, ou voir vraiment dans la vraie vie, puisque le vécu peut être très très différencié. Et donc en fait la notion de fardeau est très mal... c'est un très mauvais mot en fait, parce que c'est un mot qui est très négatif. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il soit encore utilisé de cette façon-là, parce qu'il y a des gens qui vivent... Alors ça peut vous choquer, parce que vous n'êtes pas trop à l'aise avec la sociologie ou l'anthropologie, mais la maladie a aussi des bénéfices très très importants. Jean-Marie Morand est reconnu internationalement grâce à sa maladie. Il était célèbre avant, mais il l'est encore plus maintenant. Et nous tous, on participe de ce processus d'identitisation. On est impacté aussi positivement par ces maladies rares ou un peu intéressantes. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire en très peu, sinon je vais trop déborder. Donc la question est fine, il faut être capable de vraiment... la pire des choses, ce serait d'avoir des protocoles, en sciences humaines et sociales, la pire des choses, ce serait, à mon avis, d'avoir des protocoles standardisés. Au point qu'on oublie que les personnes peuvent réagir très différemment. La même personne, à quelques semaines d'écart, suivant ce qu'elle vit, perdre un oncle ou pas. Je viens de recevoir un SMS d'un étudiant qui vient de perdre un oncle, qui était très important pour lui. Je sais, sans être Nostradamus, qu'il va y avoir un impact. Je ne sais pas quel va être l'impact, parce que je ne connais pas bien les relations de cet étudiant avec cet oncle. Et c'est pareil pour une maladie. Pour le savoir, il faut être plusieurs autour de la table, autour du chevet. Merci Stéphane S. sur cet éclairage. Professeur Aladezedi, des réactions, enfin, pour les praticiens que vous êtes aussi, Dr Michel Pascal. Moi, je pense que la notion de fardeau est importante à définir. Je comprends toutes les interrogations. Un fardeau, c'est pas forcément un fardeau négatif. Un fardeau peut être positif, en effet. Mais on est dans une période où probablement on va avoir besoin de quantifier, et ça c'est un grand problème dans les maladies dermatologiques et dans le vitiligo, où la maladie est ignorée, c'est-à-dire on dit c'est une maladie cosmétique. Et ça c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et le seul moyen de montrer que c'est pas qu'une maladie cosmétique, qu'est-ce que c'est au fond la maladie? La maladie c'est quand je ne me sens plus bien. C'est la définition de l'OMS. Eh bien, est-ce qu'il y a une différence entre avoir une hypertension artérielle et un vitiligo? Oui, il y en a une, majeure, c'est que mon vitiligo, tout le monde le voit. Mon hypertension artérielle ne concerne que moi. Et en soi, ça, c'est déjà un fardeau. C'est-à-dire, mon intimité est exposée. Et je comprends que le mot fardeau puisse déranger. En même temps, je pense que tous les patients qui ont du vitiligo, en tout cas, ont dû avoir à un moment de leur vie une photothérapie. Eh bien, se déplacer 3 fois par semaine pour aller faire une photothérapie, chercher un cabinet qui ait une cabine de photothérapie, parfois il faut faire 1 heure, 2 heures. C'est non seulement un fardeau pour le patient, mais c'est un fardeau pour la société. Parce que ce patient-là, il peut être productif. Il peut travailler au lieu de passer 1 heure à aller chercher. Eh bien, comment on peut faire pour récupérer cette productivité-là? Je vois bien que la notion de fardeau, elle est très relative, et je conviens qu'il ne faille pas probablement faire de standards, de protocoles standardisés, et l'idéal, ce serait d'aller vers une médecine personnalisée, mais en même temps, les standards, c'est des normes, ça pose des voies. Et ensuite, il ne faut pas être buté au point de se dire que cette voie, je ne m'en éloigne jamais. Ben non. Évidemment que je m'en éloigne, parce que je considère chaque patient individuellement, que j'écoute chaque patient, et que j'ai la chance de travailler en hôpital, et donc d'avoir le temps d'écouter chaque patient. En cabinet, ça ne se passe peut-être pas forcément de la même manière, parce qu'il y a des logiques économiques. À l'hôpital, il y en aura bientôt d'ailleurs aussi. Voilà, moi je pense que la notion de fardeau est importante, et il faut la quantifier. Merci. Dr Michel Pascal. Je rebondirai aussi sur la notion de fardeau, c'est aussi un fardeau pour le médecin. Les patients sont patients, mais peut-être que les médecins sont moins patients que les patients. Et c'est une maladie chronique, une maladie où l'amélioration, où les résultats ne sont pas très rapides. Quand dans l'acné on vous donne une molécule des rétinoïdes, vous avez un résultat au bout de
2 mois dans un vitiligo. Pour commencer à voir les premières zones de repigmentation, ça peut être 3 mois, 6 mois.